Le président français Emmanuel Macron officialise sa candidature. Au Tchad, le dialogue joint rebelle fixé au 13 mars à Doha, au Qatar. Et puis en Guinée-Conakry, absence de calendrier électoral. La CEDEAO et l'ONU préoccupées. On termine comme de coutume par le Togo. Les élections régionales auront lieu fin 2022. Nos invités sont en place, Madame Sophia Kenyon-Siadano, sociologue et analyste politique, Oris Donkovi, activiste panafricain, et Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Chers invités, merci. Madame, vous allez bien? Merci de répondre à notre rendez-vous. Merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs et mes salutations également aux téléspectateurs et Madame la technicienne, un joli coucou. Bonjour Sana, on se retrouve, hein, ça va? Oh, ça va, ça va. Ça change un peu d'avoir une dame à nos côtés. Ouais. Je sens déjà l'atmosphère du 8 mars. Ça, c'est quelle touche? C'est une touche féminine. Ça me fait bizarre, mais ça fait du bien. Ça change le plateau. Sacré Sarah. Oris, bonjour, ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Et le panafricanisme, ça va? Oui, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet constant. Ouais. C'est grâce à ça qu'on a l'indépendance. Ouais. On est indépendant? L'indépendance, mettons on est sur le chemin. Ah, tant mieux alors. Faut pas regarder ça là. Finalité. Allez, on prend la direction de la France. Il a attendu le dernier moment, mobilisé par la crise sanitaire, puis par la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a finalement officialisé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain dans une lettre mise en ligne ce jeudi. Le président français donne le coup d'envoi, si on peut le dire, de sa campagne électorale. Ça va venir, mais officiellement, il a dit, et ce n'est pas la première fois qu'on voit un président français le faire. On a vu déjà François Mitterrand, on a vu également Jacques Chirac. Bon, il a annoncé qu'il posait sa candidature. Je pense que c'est un secret de polichinelle, hein. Tout le monde savait qu'il se représenterait. Après, la question était de savoir quand est-ce qu'il le ferait officiellement, d'autant plus que de façon assez pernicieuse, il donnait déjà des signes. Hein, on le voyait intervenir, que ce soit pour le cas du Covid, que ce soit sur les présomptions de réforme, sur l'état de la nation, ainsi de suite, et même par rapport à un certain nombre de ces tentatives diplomatiques et tout ça, on sentait qu'il y avait un Emmanuel Macron qui petit à petit se mettait en exergue et en position du candidat, ce qui d'ailleurs faisait réagir ses détracteurs et ses opposants en disant que, si vous voulez, il y a un jeu un peu très vicieux, hein, qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on peut voir en Afrique, où on a quelqu'un qui n'annonce pas sa candidature, mais qui est déjà dans la posture du candidat. Ouais. Parce que s'il annonce sa candidature, il rentre quand même dans un certain type de règles, comment dirais-je, de procédés où il y a des heures d'antenne, il y a une manière de présenter les choses, il y a une manière d'analyser ses dires, et ainsi de suite. Donc bon, c'est rien d'exceptionnel. Maintenant, après, est-ce que la campagne française ne va pas être occultée par le problème ukrainien? Elle a déjà été occultée, à mon sens, par les problèmes du Mali, avec une certaine déconfiture de sa présence dans la sous-région. Elle a déjà été occultée par ce qui s'est passé en termes de réaction face au Covid. C'est une campagne qui va être assez particulière. Maintenant, la question est comment les candidats vont s'en servir pour arriver à leur fin. Et puis, surtout, la question est de savoir, nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on y gagne et en quoi cela nous concerne réellement. Alors, comment vous expliquez, Sana Komlan Sadio, et toute cette annonce de dernière minute, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois, on a vu les anciens présidents François Mitterrand et Jacques Chirac faire de même. C'était une annonce sans surprise. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'était un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle de savoir que M. Emmanuel Macron se présente à l'élection présidentielle. D'autant plus que on peut dire en général que son bilan est plutôt positif. Son bilan est plutôt positif sur un certain nombre de ses promesses qui intéressent
les Français, par exemple, lorsque vous prenez la réforme sur l'éducation, il y a eu, comme il a promis, il y a eu le dédoublement des classes dans des quartiers défavorisés. Lorsque vous prenez l'économie, par exemple, pour les entreprises, il y a eu, comment on appelle, entre 2017 et 2022, le taux nominal de l'impôt sur les sociétés qui est parti de 33% à 25%. Lorsque vous prenez sur les réformes sociales touchant à l'emploi, avec la crise des gilets jaunes, il y a eu la défiscalisation comme on appelle, des heures supplémentaires. Donc, en grosso modo, on peut dire que c'est un bilan positif. Maintenant, concernant la politique extérieure de la France en Afrique, je crois que Emmanuel Macron, il a été très prudent, et très prévoyant. On a vu, il a annoncé le retrait des forces françaises. Et donc, on ne peut plus lui reprocher de justifier sa présence au Mali aujourd'hui avec l'Ukraine. Je crois que la position française est une position prudente. Je vois mal Emmanuel Macron justifier d'une entrée en guerre aux côtés de l'Ukraine contre la Russie auprès de son opinion. Je vois mal les Français élire un président va en guerre. Donc, je crois que c'est pourquoi un certain nombre de positions d'officiels français sur la crise ukrainienne, bien la guerre en Ukraine est très mesurée. Donc oui, moi je pense qu'il a plusieurs atouts. Et c'est vrai que ses promesses de campagne concernant la réduction des inégalités n'est pas au rendez-vous, mais en général, lorsque vous voyez même il caracole en tête des sondages, il a beaucoup de chances de se présenter au deuxième tour. Et je suis sûr que même s'il y avait, comment on appelle, un deuxième tour entre comment on appelle, lui et Éric Zemmour ou, comment on l'appelle, Marine Le Pen, grâce au pacte républicain, il passerait sans difficulté. Alors, parlant de la campagne, selon vous, madame, sur quel thème cette campagne, quels thèmes vont entourer cette campagne? Thèmes au pluriel, bien sûr. Bon. Et le président Macron n'a pas exposé son programme en tant que tel dans la lettre adressée aux Français hier. Il a parlé de l'économie et il a touché un peu l'école, mais bon, pas de programme en tant que tel. On dirait une feuille de route comme ça, mais bon, il est un peu prudent, comme l'a dit déjà les autres. Il est prudent parce qu'il n'aimerait pas être confronté à certaines polémiques, à certains débats sur les plateaux. Donc, ce qui a retardé un peu aussi par rapport à la crise ukrainienne et ce qui a retardé un peu cette candidature. Donc, il n'y a pas de programme en tant que tel, mais il a promis à ce que l'économie, que les Français doivent travailler maintenant encore plus dur pour rehausser un peu et pour que les entreprises puissent quand même, les taxes et les impôts puissent diminuer, qu'ils puissent avoir gain de cause. Donc, pas tellement de programme explicite dans la lettre qu'il a adressée aux Français. Bon, et la candidature, pour rebondir un peu dans ce que les autres viennent de dire déjà, et la candidature du président Macron ne surprend pas. Ça ne nous émeut pas du tout. Parce qu'on s'attendait à ça, parce qu'il jouait un peu. Je dirais qu'il jouait un peu sur la psychologie des Français et cette opportunité qu'il a eue avec la crise ukrainienne et les sondages qui montent en sa faveur. Je crois qu'il a profité de ça pour annoncer sa candidature dans une lettre, et ce qui ne s'est jamais passé sur le territoire français. Un président comme ça a annoncé sa candidature dans une lettre, donc c'était pas comme ça. Bon, et ça c'est pour les Français. Bon, moi en Afrique ici, qu'est-ce que ça me fait? Bon, nous avons nos frères, nos sœurs là-bas, d'accord. Mais si ça ne tenait qu'à moi, le président Macron ne passera pas. Passera pas par rapport à sa politique étrangère et en Afrique. Et chez eux, la démocratie, c'est bien fait, c'est bien organisé. Nous, on nous envoie une pseudo-démocratie ici. Est-ce que c'est lui qui l'a envoyé? C'est eux, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Tu connais ma position. Ils sont tous dedans. Donc, du coup, si c'est ici, là, il ne va pas passer. C'est vrai que, au deuxième tour, tel qu'il est monté dans les sondages, et Marine Le Pen qui suit un peu, mais elle ne le rattrape pas du tout. Donc, du coup, je crois qu'en Afrique, ici, nous aussi, il faut qu'on arrive quand même à avoir des chefs d'État qui arrivent quand même à satisfaire à nos besoins et qui montent dans les sondages pour qu'on puisse quand même élire, pour qu'on puisse avoir une vraie démocratie
démocratie. La démocratie pour les Blancs et une pseudo-démocratie pour les Africains, en soutenant les dictateurs, en faisant tout pour que cette démocratie-là n'avance pas, pour pouvoir quand même voler, piller, excusez-moi les termes un peu forts, nos minerais, nos ressources. Donc il faut, si jamais la démocratie marche en Europe, et s'ils veulent être vraiment des chefs d'État, chez qui nous devons quand même tirer, parce qu'aujourd'hui on est en échange. Et si elle marche aussi en Russie, mais si l'Afrique, ça ne marche qui fait pas. 22 ans... Ça aussi, c'est leur constitution qui le dit. Bon, si la démocratie marche en Afrique, les Français aussi, l'Europe aussi, l'Occident aussi, et les autres aussi seront libres. Alors, au Russe, ça, c'est le président candidat, Emmanuel Macron. Pour les autres en face, les chers invités ont donné des noms, Éric Zemmour, Madame Le Pen et autres. Est-ce qu'ils peuvent peser et qu'est-ce qu'on peut retenir de leur politique? Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur politique? Alors, si tu veux, le principal sport de la plupart des candidats, en tout cas en ce qui nous concerne africains, c'est de dire que on va rompre avec la France-Afrique, donc on va rompre avec un certain nombre de procédés, de stratégies, comment dirais-je, de subordination des élites africaines, des politiques africaines. C'est toujours ce que l'on dit. Mais après, face aux réalités économiques, aux réalités géostratégiques, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc on a déjà eu par exemple si vous voulez, de petites épices de ce qui peut se prononcer. On a eu par exemple Jean-Luc Mélenchon qui est déjà arrivé sur le territoire africain, qui est passé par le Burkina, qui a essayé d'avoir des rencontres avec des groupes comme le ballet citoyen. Vous avez Éric Zemmour qui est venu sur le continent, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui est parti voir un peu comment ça se passe au niveau des troupes. Vous avez les Le Pen qui sont convenablement installés en Afrique et qui font le chiffre d'affaires qu'il faut avec la nièce de Marine Le Pen et je pense son père qui sont du côté d'Abidjan. Vous avez donc bref, il y a toujours comment dirais-je, ce rapport un peu particulier à l'Afrique. Et généralement, quel que soit le candidat, la candidature si vous voulez, qui m'aurait plu et qui pour moi est intéressante, c'est celle de Christiane Taubira. Et qu'on essaye d'ailleurs d'évincer savamment et de mettre de côté. Donc quand vous écoutez Valérie... Pourquoi Christiane Taubira, selon vous? Christiane Taubira, alors je vais être un peu trivial, Christiane Taubira parce que pour moi elle n'a pas la bonne couleur de peau, ça c'est un. Ouais. Deux, à la base c'est une radicale de gauche. Trois, elle ne bénéficie pas d'un soutien communautaire de poids disons, à l'image de ce qu'on peut avoir aux États-Unis. 4, elle est très difficilement, gérable sur un plateau télé en termes de débat, parce qu'elle a des idées fortes. Et 5, elle a un passif révolutionnaire assez particulier, parce que Christiane Taubira est guadeloupéenne, est guyanaise, et faisait partie d'un mouvement qui souhaitait l'indépendance de la Guyane. Son mari lui-même est un activiste particulièrement surveillé à l'époque. C'est une dame qui a fait le maquis, c'est une dame qui s'est battue, c'est une dame qui a pris des coups avant d'être dans des choses beaucoup plus flexibles. C'est une personnalité qui est respectée par un bon nombre de personnes, que ce soit intellectuellement, que ce soit d'un point de vue de l'activisme, que ce soit du point de vue du féminisme. On lui doit la loi qui condamne l'esclavage comme criminalisé. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas facile d'avoir une telle dame, une telle personnalité. Ce qu'elle incarne en face de soi. Et quand vous voyez la procédure de l'élection française, c'est-à-dire le rapport à Macron, à ses candidats, mais ce n'est pas trop différent de ce qu'on a eu il y a de cela 5 ans, où on a l'impression qu'il y a un genre si vous voulez, de mécanique assez mystique qui promeut un certain nombre de candidats qui sont facilement qui sont faciles à évincer par Emmanuel Macron. Donc c'est dommage parce qu'on aurait gagné à avoir quelque chose d'intellectuellement fort. Une Christiane Taubira qui est des Caraïbes, qui est de la diaspora africaine, qui est présidente de la France, pour moi, m'intéresse plus, est beaucoup plus intéressant à décortiquer qu'une Anne Hidalgo, qu'une Valérie Pécresse, une Pécresse, une, comment dirais-je,
un Zemmour même, Zemmour. ou une Marine Le Pen. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, quand on parlait de ce sujet-là, je disais, mais on nous a dit que les candidats sont venus en Afrique. Étonnamment, on ne nous a plus parlé de la fameuse mallette bongo, la mallette oufouette, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une élection, les candidats arrivent et repartent les poches pleines. Ce qui nous a d'ailleurs valu un conflit en Libye qui déborde sur notre territoire parce que Kadhafi, lui, a rempli les valises de Macron. Excusez-moi, de Sarkozy. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite.